Dobry den, bonjour à toutes et à tous. La rédaction francophone de Radio Prague International vous propose une vingtaine de minutes en sa compagnie. Avec cette semaine, un programme à nouveau riche et varié, et ce malgré l'état d'urgence de nouveau en vigueur depuis ce lundi en République tchèque. On parlera littérature d'abord avec l'écrivaine tchèque Klára Notaro, installée en France depuis plusieurs années. Direction Le Clan ensuite. Le Clan, c'est un des clubs les plus connus de Prague pour les afters, les troisièmes parties de soirée. Un concept évidemment plus que menacé en cette période de fermeture obligatoire. Rencontre cette semaine avec Klára Notaro, écrivaine, auteure de plusieurs recueils de nouvelles et de poèmes. Klára Notaro est issue d'une famille tchèque de francophiles conquis par la culture française depuis plusieurs générations, en lien avec le soutien de la France à la création de la Tchécoslovaquie indépendante il y a un peu plus d'un siècle. Et c'est notamment de ce lien avec la France où elle a fondé une famille et de sa création littéraire qu'il est question dans cet entretien réalisé avec Anna Kubishta. Alors ça commence en 1918, ouais, j'étais pas née. On n'aurait jamais eu de Tchécoslovaquie s'il n'y avait pas eu la France, bien sûr. Et ma grand-mère était amoureuse de la France, comme beaucoup de gens en Europe centrale, en future Tchécoslovaquie. C'était le modèle de démocratie, de culture. Alors, donc mon papa, quand il est né en 1920, a eu le droit à l'éducation à la française. Il y avait une école maternelle française à Prague, il y avait un lycée français. Il a fait toutes ses études en français. Donc il y avait une vraie francophilie dans la famille déjà. Oui. Et est-ce qu'il y a plus que francophile? Est-ce qu'il y a un autre mot? C'était une divinité absolue, la France pour nous. C'était parfait, plus que parfait. C'était tout ce qui était français n'était jamais critiquable. C'était génial. Donc j'ai fait des études de français ensuite. Même après 1938? Je crois, j'étais pas là, mais je crois que c'était une grande blessure pour tous, pour les francophones, pour les francophiles, pour les gens érudits, pour les gens simples. C'était une catastrophe unique pour nous, pour notre pays. Mais bon, c'était la continuation de la Première Guerre mondiale. Et donc, des études de français alors? Oui, j'ai fait français-italien. J'étais ravie. C'était très intéressant. J'aime beaucoup la littérature française, la littérature italienne, la langue, le latin, cet univers. Enfin, c'est merveilleux, vraiment. C'était très intéressant. On a étudié la linguistique, bien sûr. C'est fantastique. Tout ce que la langue sait, peut dire, tout ce qu'elle exprime, tout ce qu'elle porte. C'est une philosophie, une politique, la sociologie, tout est dans la langue. C'est remarquable. Donc ça, j'en suis fort contente. Et c'était pas difficile justement de faire du français dans un pays finalement sous le communisme où le français n'était pas forcément la langue la plus recherchée puisque le russe avait un peu plus de valeur a priori aux yeux de certaines personnes. Hein. Bien sûr. La censure existait, donc il n'y avait pas beaucoup de traductions, il n'y avait pas beaucoup de possibilités de voir des films contemporains. L'accès à l'Institut français était surveillé. Bon, aujourd'hui, c'est inimaginable. Votre premier contact avec la France, c'était quoi? Direct, en dehors de la littérature, de la langue, des cours? Alors, on y est allé en 67 avec mon papa et maman et mon frère. On a fait, puisque papa était médecin, il était invité, il a donné un cours, je crois, à Marseille. Il avait des contacts dans le milieu médical. Il était endocrinologue. C'était magnifique. Je me souviens du parfum à Paris, le parfum de la boulangerie. C'était divin, le parfum de la boulangerie. C'était une magnifique découverte. C'était au printemps, les arbres étaient en fleurs, tout le monde était élégant, gentil, c'était bruyant, il y avait plein de voitures. Enfin, c'était Paris. Et puis alors vous avez bouclé la boucle, puisque finalement d'une famille francophile, très francophile comme vous le décrivez, vous avez finalement fini par vous installer en France. J'imagine aussi peut-être que c'est lié au fait que votre mari est français. Oui, j'ai rencontré un homme très gentil, très souriant, très optimiste. C'est mon mari Jean-Georges, oui. Donc c'est sympathique de vivre en France, c'est sympathique de pouvoir revenir ici. Et les changements politiques,
ont fait que nous pouvons voyager très librement et respirer. On parlait tout à l'heure du fait que vous écrivez. Vous avez publié notamment alors un livre de nouvelles qui s'appelle en tchèque Svatba ve městě Chambéry. Les Français ont reconnu le nom de Chambéry, n'est-ce pas? Donc c'est un mariage dans la ville, le mariage dans la ville de Chambéry. C'est un recueil de nouvelles. Pourquoi est-ce que vous avez choisi peut-être cette forme des nouvelles? Est-ce que c'est finalement une forme qui vous convient mieux qu'un roman au long cours? Alors, comme je suis un peu nomade par définition maintenant, je n'ai pas souvent le temps continu, beaucoup de temps pour s'installer, puis s'installer dans un univers d'un roman. Une nouvelle, vous avez une histoire, vous avez très très envie de la raconter, vous la racontez assez rapidement finalement. Mais pour un roman, il faut se concentrer, il faut avoir un bureau. J'ai pas de bureau, non, je n'ai nulle part, j'ai pas de bureau. Donc c'est beaucoup plus facile et je pense qu'on peut dire énormément de choses avec une nouvelle tout simplement. Et même vous pouvez changer très facilement d'univers, de personnages, de sujet. J'aime beaucoup. On met souvent un peu de soi quand même, j'imagine, dans sa création, que ce soit évidemment une création picturale, un roman, une nouvelle. Peut-être dans les nouvelles de ce roman, est-ce qu'il y en a une qui vous est particulièrement chère ou avec laquelle vous vous identifiez particulièrement? Alors, vous savez, j'ai un fond écolo. Plus je vieillis, plus je vois comment la nature change. Et elle change dans le mauvais sens. Nous le voyons tous les jours, avec plus ou moins d'acuité, mais c'est terrible. Donc, j'ai une petite nouvelle qui parle de la dégradation des champs. Ici, ce sont les vignobles, avec le surusage de produits chimiques, mais je m'aperçois avec beaucoup de plaisir que je l'ai écrite il y a 4 ans peut-être, cette nouvelle, que ça a beaucoup changé, et je suis très très contente puisque je vois qu'on fait très attention à l'usage des produits chimiques dans les champs et notamment dans ce domaine-là. Pour la vigne, on fait très attention, on achète du vin bio maintenant assez couramment, et ça c'est bien. Dans ces nouvelles, enfin dans plusieurs de ces nouvelles, en tout cas, vous ne peignez pas la France puisque c'est en France. Sous des traits forcément idéalisés, comme les Tchèques peut-être ont l'habitude d'imaginer la France qui est toujours entourée d'une espèce de halo de sainteté, et en tout cas de beauté, avec pas mal de clichés finalement quand on connaît finalement les deux côtés. Comment est-ce que vos lecteurs ont réagi justement à ce côté peut-être moins positif et moins idéalisé? Eh bien, ils sont surpris, bien sûr, puisque ce n'est pas la carte postale, la France. Souvent, ce sont des clichés, comme vous le dites très bien. La France, ce n'est pas seulement le très bon fromage, ce n'est pas seulement les magnifiques spectacles à Paris. La vie est très, très riche. Et parfois, il y a des situations qui ne sont pas si commodes que ça. Mais je pense que je le décris plutôt avec gentillesse, puisque j'aime beaucoup la France, faut le dire. C'est un pays merveilleux. Les gens sont gentils et généreux pour la plupart. J'ai eu beaucoup de chance. Je ne vois que des choses sympathiques dans notre pays, dans ce pays. Justement, il est coutume de demander, de comparer la France et la Tchéquie, mais je le ferai peut-être pas là. J'aurais peut-être plutôt envie de vous demander... si vous devez retenir quelque chose en fait de la culture de chaque pays ou de traits de caractère de chaque pays qui sont vraiment les plus proches pour vous, qu'est-ce que ce serait par exemple pour le côté français, pour le côté tchèque? Alors je crois qu'en France, ce qui est super, ce qui me fascine, c'est l'histoire, c'est la continuité, c'est qui donne à ce pays une force et une bonté quelque part extraordinaire. Tandis que du côté tchèque, la continuité historique a été un peu assurée par des événements différents. Et ça fait aussi que l'histoire n'a pas été si tendre que ça avec nous les Tchèques. Je dis 2 fois nous, donc tout le monde comprend. Donc pour les Tchèques, l'histoire a été moins facile. Parce que c'était un petit royaume aussi, et pour 1000 raisons, des guerres, des religions,
il s'est passé que la vie ici a été pendant de longues périodes un peu plus difficile. Donc en France, je pense que quand un étranger vient, ce n'est pas une vraie surprise comme par exemple ici. Nous sommes beaucoup, nous les Tchèques, nous sommes beaucoup délimités par rapport aux Allemands, par rapport aux étrangers. Alors ça, c'est une histoire et des gros livres à écrire qui ont été déjà écrits, des très très bons livres. Et c'est un vrai sujet, ça, notre histoire. Un deuxième pan aussi de votre création littéraire, c'est la poésie. Qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce qui vous faisait peut-être le plus proche entre la prose et la poésie, et peut-être est-ce que vous avez besoin des deux, et qu'est-ce qui finalement vous pousse à écrire plutôt l'un plutôt que l'autre? Alors c'est le temps qui me pousse à écrire l'un ou l'autre. Si le roman est très long, la nouvelle demande moins de temps. Un poème ou un texte poétique en demande encore moins. Mais on peut dire exactement la même chose, seulement on peut, dans un poème, dans un texte poétique, on prend qu'un épisode de la vie, des choses qui nous ont... Ma poésie est juste épique. Elle n'est pas... C'est du concret, je dirais. C'est des choses de la vie que je décris. J'aime beaucoup. Et j'aime peut-être autant. J'adore. On a moins d'espace, tout simplement, pour dire la même chose que en prose, je pense, pour moi. Klára Notaro, écrivaine tchèque installée en France, était au micro d'Anna Kubišta. Depuis une dizaine de jours, bars, restaurants et clubs doivent tous fermer à 10h en République tchèque, 10h du soir. Cette obligation de fermeture prévue pour les prochains jours, voire les prochaines semaines, est une des principales mesures annoncées par le nouveau ministre de la Santé pour ralentir le rythme des contaminations au coronavirus dans le pays. Si les restaurants devraient parvenir à servir leurs clients de manière presque normale avec ces nouveaux horaires, il en est carrément autrement pour les boîtes de nuit dont l'activité est directement menacée. Le Clan est depuis de nombreuses années une référence à Prague pour les soirées after qui commencent très tard dans la nuit, voire très tôt le matin. Cet établissement est géré par une Française, Clémence, qui ne cache pas à notre micro son désarroi face aux nouvelles injonctions du gouvernement. Là, c'est foutu. Là, on est obligé de fermer. Je vois pas comment on peut s'en sortir et je sais pas comment vont faire les autres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fini et fermé. Et moi, je pensais pouvoir tenir, mais c'est impossible. À 10h du soir, quel est l'intérêt d'avoir une boîte de nuit et de fermer à 10h du soir? Et là où c'est pas très sympa de la part, parce que en France, par exemple, l'avantage, c'est que on va compenser. Il y a des gens qui vont recevoir, les clubs vont recevoir une certaine indemnité. Et là, ce qu'ils ont fait, donc ils nous ont donné une indemnité quand il y avait le lockdown. Mais alors là, on parle de la période de mars à mai. Exactement. Mais après, bon, ils ont encore aidé d'une manière par rapport au salaire, où vous ont demandé aux propriétaires d'avoir un loyer moins cher. Parce que vous louez ici et vous avez eu des ristournes ou des compensations. Voilà, exactement. Et de la part du gouvernement et de la part aussi du propriétaire. C'est important pour survivre, ça. Tout à fait, ça m'a sauvé. Mais aujourd'hui, ils sont tellement, à mon avis, dans la merde, ils ont trop aidé, ils se rendent compte du fiasco que ça apporte. Et donc, ce qu'ils ont décidé, c'est de ne pas dire on ferme, mais de dire la nuit c'est dangereux, donc vous ne pouvez plus ouvrir après une certaine heure. Donc c'était minuit il y a quelques jours, et là, depuis aujourd'hui, c'est passé à 10h du soir. Ça veut dire, donc, ils vont pas nous aider, parce qu'ils vont dire, il fallait amener vos clients plus tôt. Mais je vois pas comment je peux amener mes clients plus tôt. Les gens veulent, même si mon karaoké, qui est quand même le plus facile à amener plus tôt, je peux pas leur dire de venir à 6h du soir. Ils ont besoin d'aller dîner d'abord. Donc, ils vont arriver vers 8, 9h. Et on doit fermer à 10h. Alors, il faut préciser qu'on est dans le quartier de Vinohrady, où il y a eu un cas dans un bar situé un peu plus haut. Un gros cluster, un foyer de contamination au cours d'une seule soirée. Tout à fait, le Tekle-Mekle.
Et je dois dire qu'il y a plusieurs clubs où j'ai entendu des clusters, mais bon, ça n'a pas été dévoilé dans la presse, mais j'en ai entendu, c'est arrivé aussi chez nous. Mais c'est que des jeunes. Et ce que je découvre aujourd'hui, et je dis, je veux pas critiquer le début où personne ne savait, ou je vais pas juger, mais aujourd'hui, avec toutes les statistiques, avec tout ce qu'on connaît, et quand on voit, on nous dit plus combien il y a de morts. C'est fini, hein, ça. Il n'y a plus de morts. Il y a pratiquement plus de morts. Enfin, là, ça commence à repartir. On arrive à 500 ici. Oui, mais combien la moyenne d'âge? Comment on peut empêcher des jeunes de s'amuser? Comment on peut empêcher toute une économie parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça entraîne? C'est pas que les clubs. Ça entraîne, s'il n'y a pas de club, pourquoi ça a marché un petit peu en juillet et en août? On était les seuls clubs ouverts sur toute l'Europe avec la Suisse. Donc, grâce à ça, on a pu avoir des touristes qui venaient d'Autriche, d'Allemagne, de partout, parce qu'ils étaient contents, même des Espagnols, qui préféraient venir faire la fête et s'amuser. Et il n'y a pas eu tellement plus de cas à ce moment-là. Donc là, c'est parce qu'on est en train de refermer que ça se déclare. Et moi, je ne crois pas en une deuxième vague. Je pense que ce qui arrive aujourd'hui en République tchèque, c'est la première vague. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tellement ça a été tellement bien protégé. Je dois dire que la République tchèque a été excellente pour protéger les gens. Et donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment la première vague. Il n'y a pas eu de première vague à l'époque. Donc voilà, ça c'est mon opinion. Et il y a beaucoup de statistiques qui le prouvent. Et moi, je suis sidérée que... Je pense, ok, moi j'ai 60 ans. Je suis dans la merde parce que j'ai rien à moi et que je vais tout perdre, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est la nouvelle jeunesse, c'est tous ceux qui vont pas vivre. On est en train de nous bouffer toutes nos libertés. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que les politiciens sont en train de voir jusqu'où ils sont capables de manipuler les gens. Parce que si tout d'un coup on laissait ouvert et qu'on décide, allez, tout le monde s'embrasse, tout le monde se fait la bise, et qu'on protège les gens à risque, c'est-à-dire les diabétiques, les personnes... moi, je suis asthmatique, j'ai bronchite chronique, j'ai tous ces trucs-là. Normalement, on m'avait dit au mois de mars, si tu la chopes, tu meurs. Eh ben, je l'ai eu il y a un mois, et je vais très bien. Alors là maintenant, je vais faire un test pour voir le nombre de globules que j'aurai qui vont me protéger. Je vais le faire traduire en anglais pour pouvoir aller à Londres voir ma fille et prouver que je ne peux ni le donner ni le transmettre parce que j'ai des globules qui me protègent. Et je crois que c'est ça qui est la solution, c'est de montrer, c'est que tout le monde le chope et qu'après, en tout cas, les gens pas à risque. Mais même moi qui suis à risque, j'ai survécu. Donc je dis pas que, bien sûr, il y a des risques, mais on peut pas bouffer toute une économie pour un truc. Moi, je suis sidéré et c'est surtout dégueulasse pour les jeunes, quoi. Voilà. Et vous, combien de temps vous pouvez tenir à ce rythme-là si ça ferme à partir de 22h? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Il faut que je calcule avec ma comptable. Est-ce qu'il vaut mieux fermer et attendre? Combien de temps je vais pouvoir tenir? Vous savez, les gens de la nuit, en général, ils vivent au jour le jour, ils s'amusent, ils vont à Ibiza. Enfin, moi, je fais partie de ces gens-là. J'ai jamais pensé qu'un jour, il pouvait arriver ça. Donc, j'ai pas mis énormément d'argent de côté. Heureusement, j'en ai un petit peu, donc je vais pouvoir tenir peut-être un peu plus que les autres. Je crois que d'après ce que j'ai compris, la moyenne, c'est en général, on peut tenir 2 mois, 3 mois. Heureusement que le gouvernement nous a aidés, donc ça a permis de tenir un peu plus. Mais là, je commence à voir de plus en plus de gens qui sont en train de déposer le bilan ou qui peuvent plus payer les propriétaires. Et à Prague, beaucoup de gens, les gens qui ont des compagnies ou surtout des clubs, ne sont pas les propriétaires. Beaucoup. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si le propriétaire ne fait pas un effort, parce qu'il va être obligé. Moi, si je dois rendre à mon propriétaire tout, je sais pas comment il va s'en sortir. Hein. Je sais pas ce qui va se passer. Il faut que j'aille pleurer, aller voir mon propriétaire, le supplier de faire le temps que ça s'améliore, mais il peut me dire non. Et à ce moment-là, j'ai plus qu'à arrêter, quoi. Je sais pas. C'est horrible de ne pas savoir. En fait, les gens les plus atteints, c'est des gens comme nous qui ont toujours été des patrons et qui avons l'habitude de mener la barque. Et aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je ne sais pas comment diriger ma barque. Et c'est même plus dans mes mains. C'est le gouvernement, c'est les gens qui décident. Et malheureusement, on peut rien faire. C'était la Française Clémence, gérante du club Le Clan à Prague. Merci à toutes et à tous
de votre attention et de votre fidélité. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, notre compte @Radio Prague FR, @Radio Prague FR pour l'actualité tchèque. Merci encore à toutes et à tous. À très bientôt. Ahoj.